Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 7e numéro de Tout Éco, le magazine économique grand format de Télé Nantes en partenariat avec Audencia, l'école nantaise de management qui nous accueille dans ses locaux comme d'habitude. Chaque mois dans Tout Éco, nous explorons les grands mouvements de fond de nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Cette fois-ci, nous allons voyager, partir à la rencontre d'autres cultures, d'autres langues, d'autres organisations sociales. Nous allons parler d'export. On a toujours fait un tout petit peu d'export, mais disons c'est des gens qui venaient vers nous et nous on n'allait pas vers eux. Ça fait 3-4 ans que vraiment on a initié la démarche pour essayer aussi de se libérer un petit peu de la grande distribution qui devenait un peu trop envahissante. Il fallait absolument qu'on sauve notre marque et qu'on aille vers d'autres marchés pour essayer de diversifier notre clientèle. Ça, c'était une évidence. C'était une question de survie. Guten Tag, mein Name ist Frau Jarry von der Firma Tradicel in Frankreich. Les Danois ou les Suédois, eux, c'est du tac au tac, c'est rapide, c'est 2 lignes, les mails, c'est 2 lignes, quoi. Alors que les Japonais, c'est 20 lignes, parce qu'il y a besoin d'expliquer beaucoup plus. La réussite de son développement international tient peut-être à ce type de détail-là, la taille d'un mail, la formulation d'un mail qu'on envoie à un client à l'étranger, un client au Japon, au Danemark ou au Mexique. On peut supposer quand même que c'est un petit peu plus compliqué que ça, l'export, que ça ne s'improvise pas. Combien ça va me coûter? À quel moment me lancer? Avec qui? Avec quel soutien? Mon entreprise est-elle suffisamment charpentée pour y aller? Ai-je les effectifs adaptés? Les sujets d'angoisse pour un entrepreneur qui souhaite tenter l'aventure de l'étranger ne manquent pas, d'autant plus dans les Pays de la Loire. Notre région, on va le voir, n'est pas une grande voyageuse. L'export, y aller ou pas, c'est la question de ce Tout Éco. On va en parler avec nos invités dans quelques instants. Mais avant cela, retour sur quelques actus économiques du mois d'avril. La raffinerie de Donges sauvegardée par Total. Le 16 avril, le groupe pétrolier a annoncé un plan d'investissement de 400 millions d'euros pour moderniser le site. Un engagement lié à la relance des discussions pour le déplacement de la voie ferrée. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'avoir une raffinerie sur le long terme qui est traversée par la voie ferrée, à la fois pour des raisons de sécurité et aussi de compétitivité économique de la plateforme. Les discussions ont été engagées avec l'État, les collectivités bien sûr, Total, pour s'engager sur un planning volontariste de détournement de cette voie ferrée. Tous les signaux sont au vert et donc je suis très confiant dans la réalisation de ce contournement de la voie ferrée. La construction du nouveau paquebot du croisiériste italien MSC, lancée officiellement le 20 avril dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. Une cérémonie traditionnelle avec découpe de la première tôle. MSC, un client fidèle. MSC, jusqu'à présent, a apporté 36 millions d'heures au chantier de Saint-Nazaire. Et donc, avec les 2 commandes qui sont en ce moment en cours, c'est 11 millions d'heures en plus. Donc c'est quelque chose de considérable, c'est la stabilisation de plusieurs milliers d'emplois dans la région depuis 12 ans aujourd'hui. Le nouveau bateau, le Meraviglia, la merveille en italien, sera livré en mai 2017, son jumeau en 2019. MSC a posé une option pour 2 paquebots supplémentaires à l'horizon 2022. C'est une étude qui ravit les pros NDDL. Selon cette étude, commandée par la CCI et menée par le cabinet Ernst & Young, l'extension de l'actuel aéroport Nantes-Atlantique serait plus contraignante que la construction d'un nouvel équipement à Notre-Dame-des-Landes. Nous craignons beaucoup qu'aujourd'hui, en manquant d'objectivité sur cet aspect, les opposants, en fait, empêchent le développement de l'aéroport de se réaliser. Ils diront on abandonne Nantes-Des-Landes et finalement on réalisera que celui de Nantes-Atlantique n'est pas modifiable quand on le vole. Les opposants justement ont réagi. Ils estiment que l'étude repose sur un prolongement de la piste à Nantes-Atlantique. Un prolongement selon eux inutile. On termine avec un chiffre, 39 000, c'est le nombre de projets de recrutement en 2015 en Loire-Atlantique, selon l'enquête annuelle de Pôle emploi qui a interrogé les employeurs du département. Un chiffre en baisse de 1% par rapport à l'an passé. Voilà, les projets de recrutement en baisse et une courbe du chômage qui ne s'inverse pas. Au mois de mars, le nombre de demandeurs d'emploi a encore progressé, plus 0,1% en Loire-Atlantique, plus 0,5% dans la région. En ce moment, le marché français n'est pas des plus porteurs. Une des solutions est peut-être le développement à l'international. Sous quelles conditions? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Pascal Faou, bonjour. Vous êtes la Madame Export de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, directrice du World Trade Center Nantes-Atlantique,
qui est, paraît-il, le plus important réseau d'entreprises actives à l'international de l'Ouest, c'est bien ça? De France. De France, carrément. Hein, combien d'entreprises dans ce réseau? 170, à peu près 6 à 700 interlocuteurs dans les entreprises Loire-Atlantique et départements autour. Guilherme Azevedo, vous êtes brésilien, professeur à Audencia. Vous enseignez à vos élèves les relations interculturelles. Et auprès de vous, David Gérard, vous êtes directeur associé chez Altios International. Vous vous présentez comme le spécialiste du développement à l'international. Avec vos 150 collaborateurs, vous accompagnez plus de 450 entreprises dans leur démarche export. C'est bien ça. Et puis, comme à chaque numéro, nous avons notre grand témoin. Cette fois-ci, il s'agit de Véronique Gauthier, présidente de l'antenne nantaise de l'association Aventure du bout du monde, l'association de globetrotters, passionnés de voyages et de rencontres. Vous serez l'observatrice privilégiée de nos échanges et vous nous apporterez votre éclairage en fin d'émission. Alors, je vous propose d'ouvrir notre discussion avec un état des lieux des exportations en Pays de la Loire. Cela pèse un peu plus de 18 milliards d'euros. La région se classe à la 9e place des régions exportatrices en France. Ça, c'était en 2013, mais je crois qu'on a des chiffres un peu plus récents, Pascal Faou. Tout à fait. Donc, on a reçu hier les chiffres douane dans une note faite par la Directe et très complète en termes d'analyse. Donc, on est passé à la 8e place. Et l'élément intéressant est que si l'on intégrait tout ce qui est produit dans la filière aéronautique, on monterait à la 6e place, ce qui serait quand même beaucoup plus proche en fait, de notre positionnement en termes de PIB industriel, où on est estimé être 5e. Elle est 5e. Ouais. Mais au-delà des chiffres, il y a quand même un petit retard à signaler de la part de la région des Pays de la Loire dans le domaine de l'export. Est-ce qu'on peut parler de frilosité des entrepreneurs ligériens? Frilosité, je ne sais pas. Je pense qu'ils en ont envie d'aller à l'international. Maintenant, certains freins sont là pour les PME. Et je pense que c'est plus compliqué, effectivement, peut-être pour des entreprises de la région d'aller à l'international. Pour quelles raisons? Quels sont les principaux freins? Je peux commencer. Donc, historiquement, c'est vrai que la région n'a pas été très exportatrice, parce que loin des frontières, parce qu'il y avait aussi un marché domestique, c'est-à-dire un marché français qui fonctionnait bien. Donc ça jouait. Des éléments aussi, mais qui peuvent s'expliquer ailleurs en France, de pratiques linguistiques. C'est vrai qu'on y reviendra peut-être, mais ne pas parler une langue étrangère, et même aujourd'hui plusieurs langues, c'est un handicap énorme à l'export. Encore aujourd'hui, en 2015, vous nous dites là aujourd'hui que les entrepreneurs en France, en Pays de la Loire, ne savent pas parler au moins l'anglais? On a des noms, mais on ne les donnera pas. Ouais, je pense que la question, ce n'est pas seulement pouvoir communiquer dans notre langue ou pas. Parce que les langages, c'est bien plus qu'une langue. C'est une façon de comprendre le monde, c'est une façon de penser. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas simplement réduire la quantité de personnes qui parlent une certaine langue étrangère. Mais ça compte, en tout cas, ça joue en fait dans la motivation ou l'envie pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises d'aller à l'international. Je pense que ça joue encore plus que ça. Ça joue dans la possibilité d'apercevoir d'opportunités. Parce que quand nous sommes dans un espace qui est un peu plus multiculturel, la présence de l'autre est bien plus proche. Donc, l'imagination de qu'est-ce qu'on peut faire avec des espaces qui sont géographiquement distants, elle est beaucoup plus présente. Un autre aspect et qu'on a pu voir dans vos actualités économiques, c'est intéressant, le fait qu'on ait beaucoup de sous-traitants pour l'aéronautique et l'industrie navale fait que ces entreprises sont très sollicitées et aujourd'hui ont un carnet de commandes, on va dire, rempli. Et ont moins vocation à aller à l'international et à dépenser de l'argent pour aller à l'international. Elles ont le marché ici, en France, dans la région même, et elles n'ont pas besoin, en tout cas l'envie forcément d'aller voir ailleurs, c'est ça? Ou les moyens en termes de marge, les moyens en termes de moyens humains, pour pouvoir se dire, OK, je déclenche telle prospection ou je me permets d'envoyer telle personne à l'international. Et puis c'est du temps, on évalue en général à 2 à 3 années nécessaires pour avoir les retombées. Donc comme disait David, c'est du temps, de l'argent, de l'énergie. Il faut aussi que l'entreprise puisse se donner ce temps-là pour valider sa démarche. Combien de temps il faut pour réussir un début de développement à l'international, en moyenne? En moyenne, c'est un peu difficile à dire, mais on estime qu'entre 2 et 3 ans minimum pour pouvoir avoir une assise correcte sur un marché. C'est une question de chiffre d'affaires aussi, peut-être de taille d'entreprise. Quand on est une petite PME, c'est peut-être plus difficile.
Pas forcément, c'est une question de... Alors, il y a plusieurs éléments, mais globalement, ce qu'on retrouve chez nos clients, ça va être le produit, bien évidemment, sa capacité à être exporté. Le deuxième point, c'est la dynamique du dirigeant, parce que l'export est très souvent porté par le dirigeant, je dirais, le démarrage de l'export. Et puis, in fine, ce sont les moyens financiers. Les moyens financiers qui permettent d'embaucher, qui permettent d'envoyer des produits, etc. etc. Alors, un petit élément encore chiffré sur l'export dans les pays de la Loire. Aujourd'hui, la direction des douanes recense moins de 5000 entreprises exportatrices ayant leur siège social en pays de la Loire. C'est moins de 4% de l'ensemble des établissements de la région. Et puis, pour compléter le panorama, il faut savoir que parmi les départements de la région, c'est quand même la Loire-Atlantique qui se tire son épingle du jeu, sans surprise, mais la Loire-Atlantique représente près de 50% des exportations de la région. Parmi les éléments, les freins, est-ce qu'il y a la peur, Guillermo Azevedo, de l'autre culture, de l'étranger, de se frotter justement à cet ailleurs? Moi, je ne penserais pas à la peur, je penserais plutôt à une difficulté de se mettre en relation avec l'autre à cause d'une isolation culturelle. Donc, si je me permets de parler spécifiquement du cas de l'école, donc j'appartiens, que c'est Audencia, je vois qu'Audencia, ça représente un espace de contre-culture, d'une certaine manière. Parce que moi-même, je travaille en anglais, on a un tiers de nos étudiants qui prend des cours en anglais, et c'est justement cette possibilité d'avoir une ouverture plus forte qui va permettre de le faire. S'il y a peur ou pas peur, moi je ne le dirais pas, mais les capacités sont réduites quand on n'a pas l'habitude d'être en contact avec l'autre. D'accord, d'être confronté dès son plus jeune âge finalement à d'autres cultures, d'autres modes de vie, c'est bien ça? C'est ce que vous constatez, vous qui rencontrez pas mal d'entrepreneurs et qui frappent à votre porte pour avoir un accompagnement à l'international? Oui, oui, c'est vrai que c'est un des freins, la partie culturelle. Alors, à la fois, on a une très bonne image. Les Français ont une relativement bonne image. Dans la plupart des pays, on est plutôt bon vivant et on arrive à faire passer pas mal de messages par ce biais-là. Maintenant, il faut qu'on apprenne aussi à avoir peut-être un peu plus d'humilité et essayer de comprendre l'autre avant d'imposer ses idées. C'est ce qu'on nous reproche très souvent. On nous reproche une certaine arrogance, c'est l'un des principaux griefs. Ça, c'est une question qu'elle est récurrente et moi, je ne le dirais pas de cette manière-là. Je pense qu'il y a un stéréotype. Le stéréotype, dans le sens étymologique, ça veut dire tout simplement l'image de l'autre. Et donc, la France, les Français, ils ont l'avantage d'être connus. Ça veut dire qu'ils ne commencent jamais avec une page blanche. Il y a toujours quelque chose. Il peut y avoir l'arrogance, mais il y a aussi le savoir-vivre, comme ça a été mentionné. Il y a aussi l'expertise, l'élégance et d'autres éléments qui vont être importants pour commencer en rencontre. Mais à la fin, quand on rentre vraiment dans le monde des affaires, ça, c'est seulement le début. C'est le début, voilà, c'est une page. La page n'est pas blanche et c'est le début de quelque chose. Justement, on parle des débuts, de comment on commence. C'est quoi la première étape pour se lancer à l'export? Allez-y. David est sûrement mieux placé que moi parce qu'il accompagne des entreprises qui vont débuter. Mais c'est vrai, comme il l'évoquait tout à l'heure, il y a l'identification du produit, il y a le côté innovant. Pas nécessairement seulement dans le produit, dans le marketing, dans la logistique, dans beaucoup d'éléments. Donc, il faut quand même être différenciant, quoi. Disons qu'un point commun, ça peut être ça. Le produit doit être différenciant. Et puis, ensuite, il ne faut pas négliger l'investissement. Donc, il y a beaucoup d'aides, on pourra en parler peut-être un peu plus tard. Mais c'est un investissement humain, en termes de temps, et donc un investissement aussi en argent. C'est-à-dire qu'il faut investissement humain, c'est recruter ou c'est-à-dire qu'on va beaucoup, c'est le fait de donner du temps pour ça? Une des causes d'échec, si je peux me permettre, c'est une entreprise qui va, par exemple, faire un salon en Allemagne, ne pas le préparer en général parce qu'il est débordé par ce qui se passe en France. Il va 3 jours à Francfort, il fait son salon, il revient, et évidemment, il n'a pas le temps de répondre à ces demandes qu'il a eues pendant le salon. Et typiquement, une entreprise qui démarre doit prendre en compte ce type de problématiques et de besoins et se dire, si je m'investis pour aller sur un salon, pour participer à une mission, je dois être capable de répondre en rentrant, de me dégager du temps pour faire ça.
Donc il y a toute une préparation et effectivement un service après-vente en fait à assurer après ces salons. Justement, savoir rencontrer ces futurs clients, vous l'avez dit, ça peut se faire de manière classique en participant à des salons internationaux. Cela peut se faire de manière plus exceptionnelle avec des rendez-vous organisés, spéciaux. C'était le cas en novembre dernier à Nantes. La région avait invité une délégation d'industriels chinois de la province de Shandong à venir échanger avec les industriels ligériens, 2 heures autour d'un buffet en forme de speed dating. Une trentaine de dirigeants des Pays de la Loire sont venus rencontrer les industriels chinois. Discussion sans protocole, mais avec interprète. Une fois qu'on a connu des gens, chacun souvent va aller sur le site internet de l'autre. En général, dans ce genre de rencontre, c'est ce qui va se produire. Et puis après, on va sans doute échanger par mail. Ça nous fait gagner du temps de rencontrer plusieurs sociétés au même moment et en plus chez nous. Tout à l'heure, il y avait le chantier naval à Saint-Nazaire. Ça, c'est un nouveau client pour notre groupe. Ça peut être développer une nouvelle relation. Il peut y avoir des entreprises chinoises qui deviennent certains de nos fournisseurs pour certains équipements, pour notre activité de construction navale. Et inversement, on peut imaginer identifier des partenaires en Chine qui nous procurent des débouchés commerciaux pour les activités de croisière en Chine. Les exportations des Pays de la Loire vers la Chine ont explosé depuis 6 ans, plus 164%. La région rattrape son retard. Alors, la Chine rattrape son retard, mais n'arrive qu'en 7e position des partenaires export des Pays de la Loire, 10e pour la Loire-Atlantique. Notre département qui privilégie les relations avec l'Europe, c'est 65% des exportations. En tête des pays avec lesquels on aime commercer, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore la Belgique, l'Italie. Pas de grande révolution dans ce classement. Où sont les pays émergents? Où sont l'Inde, la Chine, on l'a dit, le Brésil, l'Afrique du Sud Il y a une logique. Il y a une logique à travailler avec ces pays qui sont proches de nos territoires. Maintenant, si vous regardez l'évolution en termes de volume et en termes de valeur, ce sont des pays qui baissent en termes de pourcentage, contrairement à la Chine, l'Inde ou des pays comme les États-Unis ou autres qui montent en termes de valeur. Donc, il ne faut pas négliger ces pays proches, ce qui est des fois aussi le cas de certains de nos clients. Mais aller se confronter à la Chine, aujourd'hui, par exemple, c'est essentiel. Non seulement pour aller vendre, mais aussi pour comprendre comment ce pays va demain intégrer aussi l'offre mondiale. Mais vous conseillez oui, monsieur. Oui, ben je pense que c'est vrai que c'est une logique, mais le danger, il reste dans le fait de pouvoir parfois être prisonnier d'une logique. Et la façon que les relations d'affaires se développent, c'est que de plus en plus, on a de relations entre deux entreprises qui sont très très fortes dans une région, dans un pays, et qu'après ça, elles ne vont pas avoir de contraintes géographiques pour aller dans le monde à l'entier. Et donc, ça représente une logique, mais il faut qu'on fasse toujours attention quand est-ce que les logiques commencent à nous empêcher de voir des possibilités différentes. Donc peut-être que notre ancrage très fort en Europe nous empêche d'aller voir ailleurs, c'est ça? D'aller voir notamment en Chine, c'est ce que vous sous-entendez? Ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de faire concurrence avec d'autres régions en France, avec d'autres pays en Europe, qui ont déjà un ancrage assez fort dans la région pour aller partout. Oui. Ce qui est intéressant, et c'est là le rôle peut-être des institutionnels, c'est là le rôle que joue la région de manière très importante sur la Chine, à travers notamment la mise en place d'un bureau il y a plusieurs années maintenant. Et on voit toute la dimension du rôle de la région dans la mise en relation des entreprises ligériennes et puis des entreprises chinoises, par exemple. Vous parlez des aides, effectivement, elles existent, elles sont nombreuses. Est-ce que les entrepreneurs les connaissent bien? Est-ce que c'est facile de les trouver? Est-ce qu'il faut s'adresser plutôt à des institutions publiques, à des boîtes privées comme la vôtre, Monsieur Gérard? Allez, Pascal Faou, là-dessus. En fait, les aides et les dispositifs globalement existent au niveau national, régional. Après, alors, elles sont connues sans doute des entreprises
les mieux structurées. Des petites entreprises, c'est plus difficile. Ensuite, il y a aussi un dispositif. Les conseillers des CCI sont là pour apporter une première information, aider l'entreprise à structurer son service export, à faire ses demandes de financement, et puis ensuite à orienter vers des consultants comme David qui vont vraiment apporter un conseil plus précis sur des zones en particulier lointaines qui sont plus difficiles. Juste pour revenir sur la distance, non seulement la zone euro, l'Europe c'est une zone proche, mais aussi c'est une zone euro, donc plus simple aussi en termes financiers. C'est pas négligeable quand on débute. Et donc vous vous orientez plutôt, vous conseillez peut-être plutôt justement de commencer par ça. Je vous le ferai à l'asiatique, c'est et. Pourquoi ? Il faut faire les deux. Est-ce que ce serait où ? Si on peut, c'est. Je voulais juste ajouter que c'est vrai. Et l'autre question avec laquelle je suis complètement d'accord, c'est que la présence dans des espaces lointains, elle est importante aussi pour apprendre. Et donc, ce n'est pas forcément le cas d'essayer de voir comment on fait pour transférer ce qu'on a l'avantage de pouvoir produire avec de bonnes qualités et de bons prix, mais aller aussi apprendre avec ce qu'ils font pour pouvoir changer notre façon d'être ici. David Gérard, vous accompagnez aussi des entreprises étrangères, hein, vous n'accompagnez pas que des entreprises françaises. Ont-elles un autre regard, une autre approche quand elles veulent se développer à l'international que nos entreprises ? Alors, on se rend compte que les entreprises américaines, par exemple, n'ont pas besoin de venir en Europe. Globalement, elles ont un marché local qui est tellement important que les ETI qu'on trouve aux États-Unis n'ont pas cette soif d'aller à l'international, contrairement aux entreprises canadiennes, australiennes, pour lesquelles c'est une obligation d'aller à l'international. Ensuite, les entreprises chinoises sont de plus en plus, enclins à venir pour racheter peut-être certains savoir-faire, pour pouvoir racheter des circuits de distribution pour venir sur les marchés européens. Les différences culturelles, oui, il y en a, notamment pour les entreprises chinoises qui viennent en France. On a implanté dernièrement une entreprise qui a fait venir son comptable chinois qui ne parlait ni français ni anglais pour diriger la structure française. Tout simplement parce qu'ils ont un besoin de confiance locale et de contrôler localement. Alors tout ça, on les aide. Alors, on leur explique et on les aide à justement accompagner cette implantation. Merci pour ces témoignages, ces premiers éléments concernant notre sujet. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Merci à Pascal Faou et merci à Guilherme Azevedo d'y avoir participé. Vous allez rejoindre à présent le public. On va passer à la deuxième partie. Pendant ce temps-là, je vous propose de découvrir une expérience concrète d'export. Il s'agit de l'entreprise Tradicel à Basse-sur-Mer. Cette PME commercialise du sel de Guérande et depuis 3-4 ans, l'entreprise s'est lancée dans une véritable démarche à l'international, une conquête du monde à petits pas. Là, on est en train de terminer l'habillage, ce qu'on appelle l'habillage. Je refais tous les petits ponts. D'une part, le pont se déforme, et puis aussi le fond se charge de vase. Il faut tout renettoyer, tout remettre de niveau. Les mêmes gestes répétés chaque année. Gwenaëlle Rio prépare la saline pour la récolte qui, généralement, ne commence pas avant le mois de juin. Cette saline, un armateur du Croisic l'exploitait déjà au XVIe siècle. Une longue tradition paludière qui parle aujourd'hui au monde entier. Dans l'Europe du Nord, c'est plutôt le côté écolo. Voilà, eux, ils sont habitués à avoir des sels blancs qui sortent d'une usine. Donc là, ils ont des sels gris qui sont faits au grand air. C'est le côté écolo plutôt. Alors on a aux États-Unis, c'est plutôt le côté breton. Par contre, Japon, c'est le côté histoire. Ils achètent un morceau de France, la tradition, le savoir-faire. Ça leur cause. Ce bout de France, le voici, l'or blanc, le sel de la presqu'île de Guérande. Paludier indépendant, Gwenaëlle a créé son entreprise il y a une quinzaine d'années. Il vend son sel et celui d'une quarantaine d'autres producteurs sous sa propre marque, en France et de plus en plus à l'étranger. On a toujours fait un tout petit peu d'export, mais disons c'est des gens qui venaient vers nous et nous on n'allait pas vers eux. Ça fait 3-4 ans que vraiment on a initié la démarche pour essayer aussi de se libérer un petit peu de la grande distribution qui devenait un peu trop envahissante. Il fallait absolument qu'on sauve notre marque et qu'on aille vers d'autres marchés pour essayer de diversifier notre clientèle. Ça, c'était une évidence. C'était une question de survie. Guten Tag, mein Name ist Frau Jarry von der Firma Tradicel in Frankreich. Wir sind Hersteller von Meersalz aus Guérande.
Pour s'ouvrir de nouveaux marchés, Tradicel s'est adjoint les services de Muriel Jarry, spécialiste trilingue de l'export. Avec elle, la PME participe à ses premiers salons internationaux. Ça a été un moyen pour Tradicel de prendre conscience que son produit intéressait des acheteurs étrangers, premièrement. Deuxièmement, qui n'étaient pas connus. C'était toujours la même question qui revenait. Comment c'était récolté? On ne savait pas où était située Guérande et encore moins les propriétés de ce sel-là, quoi. Ça a été vraiment le point de départ pour pouvoir mettre en place la démarche dans l'entreprise. Bon, là, on a nos langues habituelles, hein. On a le français, l'anglais, l'allemand, néerlandais, l'italien, espagnol, polonais et puis le suédois. Mais c'est vrai que les Japonais, en fait, ils ont demandé à ce qu'on puisse indiquer sur les sachets Sur chaque sac. le code barre du produit et puis également la référence produit et leur numéro de commande. Donc ça sera un élément à indiquer sur les produits. On la mettra en français et anglais, je pense, de manière à ce que ce soit intelligible quand ils vont recevoir un marché. Oui, d'accord. Ouais. Bon, la rigueur, on peut même le mettre en Jap. Hein. Ouais. Les aides pour se lancer à l'international sont nombreuses. Le salaire de Muriel, par exemple, a été financé à 50% par la région la première année. L'investissement reste toutefois significatif pour une petite entreprise de 11 salariés, comme ici, 20 à 30 000 euros par an. C'est pas quand la société boitille et quand on est arrivé au bout qu'on pourra faire cet effort-là. Il faut le faire quand on a encore un petit peu de ressources et qu'on a un peu de nerfs. On ne doit pas le faire quand on a constaté des problèmes et que ça devient une porte de sortie. Chez Tradicel, l'export aujourd'hui, c'est 2 fois plus de destinations, 3 salons par an, un site internet complètement renouvelé en anglais et un chiffre d'affaires en progression. C'est sûr qu'on est passé de 3 fois rien parce que notre export diminuait à 2, 3, 5% et on s'était fixé des objectifs d'au moins 30% assez rapidement et je pense qu'on les aura. Ça nous laisse encore 3-4 ans. Je dirais qu'on n'est pas en face d'un mur, hein. Au contraire, on est en face d'une porte ouverte. Il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas gentiment, parce qu'on ne veut pas aller trop vite, gentiment, mais que ça se développe. Voilà, c'est sûr. Retour sur le plateau de Tout Éco. On parle de développement international dans cette deuxième partie, dans le prolongement du reportage qu'on vient de voir. Nos invités vont nous faire part de leur expérience. Avec nous, Sylvie Davila, directrice du département études cliniques chez Keosis, société spécialisée dans l'imagerie médicale basée à Saint-Herblain. Avec nous également Guillaume Lecornec, représentant pour les Pays de la Loire de la Fondation Africa France. Et puis Jean Rouault, directeur commercial Europe du Nord pour le groupe Manitou. Et on a gardé David Gérard, directeur associé chez Altios International, spécialiste de l'accompagnement des entreprises à l'export. Je commence avec vous, Sylvie Davila. Votre entreprise Keosis s'est lancée justement dans l'international avec diverses fortunes. Expliquez-nous. Oui, on a 2 domaines d'activité stratégique chez Keosis. Un qui est plus ancien, qui date du démarrage de l'entreprise, qui est plus sur la routine clinique, donc les patients qui vont dans un hôpital, une clinique pour un diagnostic. Pour une radio. Voilà, un examen de radiologie, de médecine nucléaire. Et on a un autre domaine d'activité stratégique qui est le département d'études cliniques. Donc moi, j'ai intégré Keosis il y a 5 ans pour développer le département études cliniques. Et de suite, nous, on s'est orienté vers l'international. Et cependant, ça a marché tout de suite. Alors, il a fallu du temps. Ça a pris quand même 1 an le temps de mettre en place la stratégie à l'export, de commencer à structurer, de commencer à aller sentir les marchés aussi, se déplacer dans les pays, rencontrer des clients potentiels pour bien comprendre si ça valait la peine d'y aller, se faire accompagner aussi. Alors nous, on s'est beaucoup appuyé sur la CCI, sur UbiFrance, donc anciennement UbiFrance, maintenant qui est Business France, pour certaines missions. Qui s'internationalisent aussi. Voilà. On est allé avec eux pour des missions au Japon, par exemple. On s'est beaucoup appuyé sur eux pour aller sur le marché japonais. La CCI nous a beaucoup aidé sur la méthode pour s'exporter aussi. Nous, on s'est beaucoup appuyé sur la mission des VIE. Donc, alors, les volontaires internationaux en entreprise, c'était important, ça, les VIE, pour tester les choses et pour commencer à voir si vous pouviez aller plus loin dans l'export? Oui, notre volonté, parce qu'au départ... C'est quoi un volontaire international en entreprise? Alors, c'est un jeune qu'on exploite? Non, c'est un jeune diplômé qui a moins de 28 ans.
qui a envie d'aller à l'export. Ouais. Et du coup, on va capitaliser sur eux, donc on va les former, mais le but, c'est pas de les garder 1 an, 2 ans pour aller bien comprendre le marché, aller commencer à créer un réseau. C'est plus dans le sens d'éviter d'aller investir dans des hauts potentiels, sur des marchés qui peuvent très bien amener à un échec, parce qu'il faut aussi savoir que l'échec peut arriver aussi. C'est pas l'échec, par contre, qui doit nous amener à s'arrêter, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu un échec. Et ces VIE-là, l'objectif, c'est après de les recruter. Et donc, les 2 ans pendant lesquels on a travaillé avec ce VIE, on a pu se développer à l'étranger. Ils ont créé un réseau, identifié déjà des clients, gagné certains projets. Et derrière, le recrutement se fait naturellement. Vous les avez recrutés, en Oui. l'occurrence. Oui. Je crois que vous avez 2, 3 VIE. Alors, on a 3 VIE. On a eu 3 VIE. Le premier VIE était il y a 2 ans et demi pour l'Asie, à Singapour. Et l'année dernière, en septembre, on a recruté cette personne-là. Et cette personne, maintenant, développe le marché asiatique avec maintenant une personne chinoise pour le marché chinois bien spécifique. Ça, c'est côté succès, donc votre domaine, les études cliniques. Et puis, vous avez parlé d'un autre domaine plus ancien où là, l'international n'a pas forcément fonctionné, comme vous l'expériez. Oui, c'était au tout début, c'était il y a peut-être 7-8 ans. Au niveau de la routine clinique, il y a une volonté d'aller vers l'international, de s'exporter, d'aller vers des réseaux de distributeurs. Et je pense qu'il y a eu un échec, et l'échec a fait freiner un petit peu l'entreprise. Vous avez eu peur ou voilà, vous avez dit il ne faut pas aller plus loin? Voilà, peut-être qu'on se trompe, c'est pas pour nous, on n'est pas prêt. Et l'échec a fait qu'on a ralenti. Le succès dans le département études cliniques nous ramène maintenant au niveau de l'ancien domaine d'activité stratégique qui est toujours bien présent et bien fort au niveau de la routine clinique, d'aller maintenant relancer les actions à l'export avec les réseaux distributeurs, en commençant par l'Europe. Peut-être plus patient à ce moment-là. Oui, voilà, on a appris de notre expérience de savoir qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut être patient, savoir que ça ne se fait pas comme ça. Et un premier échec, quelques échecs, nous permet d'avancer, de progresser, de corriger un petit peu ce qu'on a mis en place. L'international, c'est un atout sur une carte de visite? Oui. Ouais. Alors, sur le quand domaine. Vous démarchez en France, oui. Sur le domaine des études cliniques, quand moi je suis arrivée il y a 5 ans, on s'est de suite tourné vers l'international. Peut-être parce qu'il y avait un contexte économique aussi en France, avec des restrictions budgétaires au niveau des hôpitaux, qui a fait qu'on s'est dit, si on ne va pas directement vers l'international, on va avoir du mal à avoir une croissance sur ce département-là. Donc on est allé de suite vers l'international. Et du coup, on a plus de chiffre d'affaires à l'export, ce département, qu'en France. Le marché national, on ne l'a pas assez poussé. Et là, maintenant, on relance les actions au niveau national. Et on s'en aide énormément. David Gérard, pour une entreprise, quand elle peut dire à ses clients français, voilà, je suis présent à l'international? Bien sûr, ça nous touche, c'est une vraie carte de visite. Mmh. Et pour revenir au VIE, c'est vrai qu'en plus, nous sommes dans une région, on parlait d'aide financière tout à l'heure, qui accompagne beaucoup les VIE. La région Pays de la Loire prend en charge 100% du salaire du VIE la première année. Ce qui ne veut pas dire que le VIE ne coûte rien, parce qu'ensuite, il faut bien sûr assumer son bureau, ses déplacements et l'encadrer, le coacher, etc. Mais c'est un avantage certain par rapport à d'autres régions françaises. Vous faites appel aussi au VIE chez Manitou ou pas du tout? Vous êtes déjà loin de tout ça? Non, pas du tout. Nous utilisons encore des VIE, notamment à Singapour, en Australie. Nous avons commencé au Brésil avec un VIE qui a ensuite été recruté, donc c'est une source, une pépinière intéressante. Alors votre problématique dans le groupe Manitou n'est pas à l'export, n'est pas la même que chez Keosis, hein, c'est pas la même échelle, la même dimension d'entreprise. Manitou, c'est un des leaders mondiaux de la manutention tout-terrain. Le siège se trouve à Ancenis, faut-il le rappeler. Plus d'1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2014, 3300 salariés répartis dans 140 pays. Quelle est la part de l'export dans ce chiffre d'affaires? La part de l'international est de 80%. Je dis international et non export, bien sûr, l'export est une part importante, parce que nous avons aussi des unités de production dans d'autres pays. Nous avons une usine en Italie et 3 usines aux États-Unis. Alors, voilà pour le panorama. On peut peut-être rappeler d'ailleurs que Manitou fait partie des principaux exportateurs en Loire-Atlantique, un 3e derrière STX France, les chantiers navals de Saint-Nazaire, et Sercel, leader mondial dans les équipements sismiques. Comment, à votre échelle, l'échelle du monde, maintient-on une culture d'entreprise? Manitou a une forte culture d'entreprise qui a été inspirée par son créateur, son fondateur, Marcel Brault, qui a imprimé une dynamique de conquête à l'international. Le début de l'export chez Manitou, ça a été à la fin des années 60, début des années 70. Et par sa volonté de se développer à l'international, son sens de l'accueil, même s'il ne parle pas de langue étrangère, il a su transmettre son charisme
Et il a su imprimer cette marque qui a poussé ses collaborateurs, s'entourer de compétences pour arriver à l'international et s'implanter à l'international. Et ça existe encore aujourd'hui, cet esprit-là Oui, parmi tous les collaborateurs, dans le monde entier, dans tous les pays? Nous avons grandi, mais cette culture d'entreprise avec la passion du produit, avec le sens de l'accueil client, la volonté de bien faire, l'esprit d'équipe demeure. Bien sûr, l'entreprise a évolué, ses équipes ont évolué, des implantations internationales ont été effectuées, je l'ai dit, en Amérique du Nord, principalement en Europe, mais aussi en Asie, en Australie, en Chine. Et je pense que nous avons pu conserver, oui, cette culture importante, cette culture d'entreprise importante. Comment on fait pour monter en puissance à l'international, comme vous l'avez fait, comme l'a fait le groupe Manitou au long des années? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on l'imagine, mais il y a des étapes à franchir, des paliers Absolument, nécessaires. je dirais qu'avant de se lancer à l'international, il faut être bien maîtriser son sujet, je dirais, au niveau national, s'assurer que le produit est de bonne qualité, qu'il est adapté, qu'il remplit les souhaits des clients, et ensuite s'adapter aux différentes cultures aussi que l'on aborde. Principalement, nous avons des filiales donc, historiques en Europe. Quand on parle du hors Europe ou du grand export, il est important de démarrer par un bureau de représentation, être proche des souhaits de ses clients et ensuite franchir des étapes. Et pourquoi pas, comme c'est le cas en Russie aujourd'hui, malgré la situation de crise, avoir une filiale de 25 personnes avec un stock de pièces, avec un centre de formation technique et commerciale pour soutenir le réseau de distributeurs. Vous parlez effectivement de crise. Effectivement, la situation en Russie est compliquée. Ça ne vous incite pas à retirer vos billes, entre guillemets? La Russie est un bon exemple puisque nous avons démarré en 2006 avec d'ailleurs la collaboration d'une autre entreprise de la région, du secteur de Clisson, Grégoire Besson, dans le domaine de l'agricole principalement, à 700 km au sud de Moscou, à Belgorod. C'est aussi une bonne forme de partenariat entre entreprises de la région et je pense qu'on peut aussi progresser sous cette forme-là. Et nous avons commencé quasiment rien en 2006 et sommes arrivés à plus de 50 millions de chiffre d'affaires en 2013. Bien sûr, ce chiffre d'affaires a baissé depuis du fait de la crise géopolitique qui a marqué la Russie, mais c'est quand même un beau succès. C'est un des briques dans lequel nous avons eu un meilleur succès, avec de belles parts de marché et avec des équipes en place que nous avons formées. Vous parlez des briques, effectivement, ce sont ces pays émergents, c'est des pays encore à défricher peut-être aujourd'hui pour vous, Manitou. Il y a d'autres pays aussi peut-être à aller voir, c'est du côté de l'Afrique. Vous, Guillaume Lecornec, vous êtes représentant pour les Pays de la Loire de la Fondation Africa France, une fondation toute récente. Ses premières actions sont lancées là, au mois de février dernier. Qui se cache derrière cette nouvelle institution et quels sont ses objectifs? Alors, on n'avance pas caché du tout. C'est très transparent. En fait, l'idée de cette fondation qui a été souhaitée par le chef de l'État, François Hollande, d'une part, mais aussi par un grand nombre de chefs d'État africains, c'était de rénover un peu la dimension partenariale et d'associer directement les entreprises entre elles. Donc l'idée est relativement simple. On n'est pas une institution classique, on est un réseau social, en fait. C'est vraiment ça qu'on a mission d'animer. L'idée, c'est de détecter des opportunités, mais aussi des parties prenantes africaines dans les 54 pays d'Afrique. Donc on a du travail pour quelques dizaines d'années, voire quelques siècles. Et l'idée, c'est de détecter des opportunités de marché, mais également des parties prenantes sur la base de clusters sectoriels pour les clipper et les associer à des PME, des ETI françaises, dans le but évident d'être plus efficace dans la conquête des marchés qui sont mieux connus par des parties prenantes. Ça ne se faisait pas avant, parce que la France-Afrique, on connaît ça depuis des décennies, avec parfois quelques dérives, on peut le dire. Alors, justement, je pense qu'une des grandes nouveautés, en fait, c'est de penser le développement économique sur une base qui est beaucoup plus équilibrée maintenant. Pour une raison simple, c'est que de toute façon, on ne pourrait plus agir de cette façon-là, puisque justement, les grands émergents sont très présents en Afrique et que maintenant, ils ont le choix aussi de leur partenariat. Donc, si on vient en imposant des choses, on a toutes les chances de ne pas réussir. En revanche,
On a des offres et de très grands segments de différenciation avec nos concurrents, qui peuvent être aussi des partenaires. Je pense à tout ce qui est la recherche et le développement, et également la formation. Il y a un besoin immense de formation en Afrique noire et subsaharienne. On a des institutions majeures de formation. Donc l'idée, c'est d'essayer de travailler sur un triptyque qui est un soutien politique, un partenariat économique avec un groupe d'entreprises qu'on amène, et aussi un renforcement et un appui sur la formation. Ça donne quoi? Vous menez actuellement, je crois, un partenariat entre la filière bois nantaise et la République du Congo. De quoi s'agit-il? Alors, ce partenariat, on l'a initié en fait, et on a commencé à y travailler avant même que la fondation n'ait été créée. L'idée est relativement simple, c'est que la République du Congo dispose du premier massif éco-certifié de la planète, que le domaine forestier et la première transformation sont maîtrisés, mais la construction bois n'est pas maîtrisée. Il y a un déficit de logement de 10 000 logements par an sur la petite République du Congo, qui est le Congo-Brazzaville. En face, il y a la RDC, le Grand Congo, ce qui était anciennement le Zaïre. Et sur la seule ville de Kinshasa, il y a un déficit de 500 000 logements. Donc l'idée, relativement simple, c'est d'utiliser les capacités technologiques et constructives des entrepreneurs des Pays de la Loire, qui sont parmi les meilleurs de France et d'Europe au niveau de la construction bois, de leur trouver des parties prenantes au Congo et de les associer. Donc il y a une première usine qui est en cours en ce moment. En cours de construction. Voilà, en cours de construction sur la zone économique spéciale de Maluku, donc qui est juste en face de Kinshasa, à 70 km de Brazzaville, qui est porté par un couple d'entrepreneurs, si on peut dire. Il y a 2 entrepreneurs congolais et un entrepreneur des Pays de la Loire qui ont créé le Duramen Congo, puisque c'est l'entreprise Le Duramen des Pays de la Loire qui porte ce dossier. Quels sont les avantages de ce partenariat pour les uns et les autres? D'abord pour les Congolais. Alors, pour les Congolais, évidemment, c'est un transfert de compétences. Pour la population congolaise. Absolument. Donc déjà, c'est de pouvoir, au fur et à mesure, offrir des plans de formation à la jeunesse congolaise. On était sur un pays qui est un gros exportateur de pétrole. C'est vrai qu'à $115 le baril, on a moins besoin de diversifier son économie. La chute du baril est peut-être singulièrement et paradoxalement une chance pour accélérer la diversification de l'économie. Alors, ce qu'attendent les Congolais, évidemment, c'est d'abord de maîtriser la 2e et 3e transformation de la ressource, qui est la 2e ressource de leur pays, et ensuite le bois, voilà, exactement, et ensuite de pouvoir devenir un acteur important au niveau du marché domestique et du marché sous-régional, qui est énorme. Et les avantages pour les Ligériens, c'est de s'ouvrir de nouveaux marchés? Exactement, s'ouvrir de nouveaux marchés, se frotter à la diversité aussi, ça a été rappelé dans la première partie de l'émission, c'est très important. C'est pour ça que la Fondation Africa France aussi a partenarisé avec l'Institut d'études avancées ici, pour que les chefs d'entreprise candidats à l'export dans les pays d'Afrique puissent bénéficier de certaines conversations avec des anciens fellows de l'Institut d'études avancées qui viendraient pour nous éclairer sur les sciences sociales, la diversité, etc. Aujourd'hui, le continent africain ne représente que 8,3% des exportations des Pays de la Loire. L'Afrique, avec sa croissance de 5% par an, est-elle un débouché export qui est intéressant? Je laisse peut-être Monsieur O répondre. Oui, il y a de beaux succès. Nous avons une filiale en Afrique du Sud depuis de longues années qui est particulièrement active dans le domaine minier, par exemple. Et nous avons une belle carte à jouer en Afrique. L'Algérie est un marché très dynamique. Qui est en forte croissance, même s'il a bien évidemment des difficultés ponctuellement d'importation, de restrictions. Mais oui, l'Afrique est aussi une zone émergente qu'il faut appréhender. Mais ce n'est pas forcément parmi les priorités aujourd'hui? Le volume d'affaires relatif est forcément faible par rapport à de gros continents comme l'Europe, comme l'Amérique du Nord ou comme l'Asie, mais la croissance y est plus forte qu'ailleurs. Donc il faut s'y intéresser. David Gérard, sur cet aspect-là, est-ce que parmi vos clients, beaucoup s'intéressent à ce continent? Oui, on a de plus en plus de demandes du fait de cette croissance dont vous parliez. Certains pays même sont à 10 ou 15% de croissance. Alors, c'est vrai qu'on part de loin, mais il y a une vraie demande à la fois de partenariat, et en plus, on est dans un environnement soit anglophone, soit francophone, et francophile même.
Peut-être dans votre domaine également d'activité, vous regardez de ce côté-là ou plus, Non, pas plus encore. largement vers les pays émergents, comme on les appelle, la Chine, l'Inde? Oui, on est plus présent en Asie, avec la Chine, le Japon. Notre bureau de représentation est basé à Singapour. On essaye aussi d'aller vers la Corée du Sud. Donc on a plus privilégié l'Asie. Les États-Unis, avec une filiale aux États-Unis qui a ouvert l'année dernière. Après, en Afrique, on n'est pas encore on n'est pas présent, mais on va aller vers les pays émergents de toute façon aussi de ce côté-là, quoi. Il faut y aller avec quel état d'esprit vers ces pays émergents? Il faut y aller avec une ouverture culturelle, un sens important de l'écoute et beaucoup de patience. Apprendre avant de vouloir enseigner des dogmes qui viendraient d'Europe ou d'Amérique du Nord. Prendre le temps d'apprendre la réalité du pays localement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous parliez d'internationalisation, vous parlez de montage de filiales, vous parlez de comprendre le pays. Et effectivement, on voit aujourd'hui un mouvement, on ne parle plus d'export, on parle de globalisation. Et l'export, c'est envoyer un produit dans un pays pour répondre à une demande. L'internationalisation, c'est s'installer dans le pays et donc comprendre aussi les valeurs locales, comprendre les besoins des clients locaux pour mieux y répondre. Et je crois que c'est aussi cette force qui est de s'associer avec des parties prenantes issues des pays, c'est qu'ils ont une connaissance fine des attentes de la population, qu'on n'a pas forcément, mais qu'on va apprendre. Et ça, forcément, dans la réussite, on peut avoir les chiffres macroéconomiques sur la croissance, le quart de l'humanité sera africaine en 2050, il y aura 1 milliard d'urbains, mais finalement, ça ne suffit pas à conquérir des marchés, d'avoir ces grands ensembles macroéconomiques en tête. Ce qui importe, c'est de pouvoir prendre conscience assez finement des attentes du marché. Et c'est vrai que l'industrie ou l'économie française a, en tout cas en Afrique, assez peu souvent pris en compte suffisamment les attentes des populations et qui maintenant deviennent centrales pour pouvoir conquérir des marchés. Ça veut dire que ça passe par des projets plus petits ou en tout cas d'entreprise à entreprise? Non, je ne pense pas que ce soit forcément des projets plus petits. Je pense que, et je reviens sur ce que vous disiez, je pense que ça demande un peu plus de patience et d'ouverture à l'autre, et c'est bien. Je pense que c'est quelque chose qui va nous amener à un peu plus d'humilité et qui va nous amener à des résultats beaucoup plus ambitieux. Je ne parle même pas en termes de chiffres économiques, mais plus globalement de vie ensemble. Je pense que les partenariats économiques seront de meilleure qualité, les produits conçus, co-conçus seront de meilleure qualité. Et vous parliez d'ouverture à l'autre, et la première ouverture à l'autre, ce serait bien que ce soit en France et en région. L'exemple de Manitou avec Grégoire Besson en Russie, c'est génial. On s'associe avec une entreprise pour aller développer un nouveau territoire. Et je trouve qu'on ne chasse pas assez en meute en France, alors qu'on a les moyens et par rapport à d'autres pays, on est très en retard sur le fait de travailler ensemble. Sur cette méthode-là, en fait, voilà, d'aller conquérir de nouveaux marchés ensemble et pas chacun dans son coin. Exactement. C'est ça. Ça se fait pas beaucoup en France. C'est pas dans la culture. On est très individualiste dans notre manière d'aborder les marchés et trop. Je dirais que ça ne se fait pas assez. Et maintenant, il y a des instances, des chambres syndicales, CCI et autres, qui nous permettent aussi de communiquer. Mais le fait d'avoir un partenariat de la qualité de celui qu'on a évoqué tout à l'heure, avoir un réel accompagnement, une prise de risque commune, un partage d'expérience, ça se crée au fil du temps et c'est vrai qu'il faudrait le développer. Merci à vous quatre pour cette fin de deuxième partie. Avant de nous quitter, je n'oublie pas notre grand témoin, Véronique Gauthier, présidente de l'antenne nantaise de l'association Aventure du bout du monde. Vous êtes une voyageuse passionnée. Hein, oui. Vous voyagez combien de fois par an? 3, 4 fois. 3, 4 fois. Et généralement, c'est quelle destination? Alors, on a un rythme, mais chacun fait comme il veut, mais un petit peu en Europe et puis un petit peu en dehors. D'accord. Voyage court en Europe, puis voyage plus long en sac à dos, plus loin. D'accord. En sac à dos, justement, l'Aventure du bout du monde, c'est une association qui existe depuis près de 30 ans, qui cherche à transmettre ce goût du voyage, mais pas n'importe quel voyage. Oui, on essaye de promouvoir le voyage dans la simplicité. Et j'ai bien aimé, tout au long de l'émission, là où on a parlé de curiosité, d'être attentif à l'autre et tout ça. Et c'est vrai que quand on voyage avec notre sac à dos et à pied, c'est plus facile d'être en contact et d'être un peu curieux que quand on est en car à 50 personnes, par exemple.
Alors, justement, vous avez commencé un peu à faire votre retour, de nous donner votre éclairage. Que vous ont inspiré ces échanges-là au cours de l'émission ? On a parlé de voyage, on a parlé de business aussi, on a parlé d'affaires. Oui, alors évidemment, on n'est pas du tout sur le même plan. Nous, on est un peu le papillon sur la planète. On y va, on est touriste. On y va le cœur léger, on n'est pas stressé généralement. Et puis, on est là pour passer du bon temps. Donc, on a tous les bons côtés, je dirais. Sauf s'il nous arrive, comme par exemple, malheureusement, des histoires comme avant-hier à Katmandou. Mais autrement, on y va, personne ne nous pousse à voyager. Pour nous, le monde entier devient un vaste terrain de jeu. C'est formidable. Donc, il n'y a que du bonheur à voyager comme ça. Et là, ce que vous avez entendu, finalement, les entreprises ont peut-être aussi un peu cette démarche-là, vous l'avez un peu dit, de découvrir l'autre, d'aller à la rencontre d'autres cultures, et pas seulement de vendre leurs produits. Oui, il y a quelqu'un qui a dit fort justement, si on a beau parler anglais ou la langue du pays, ça ne suffit pas, je veux dire. Si on n'arrive pas à comprendre, on voit bien que... c'est peut-être des clichés, mais en Asie, on n'a pas le même rapport à l'autre qu'en Europe ou dans n'importe quel pays. Il y a des codes. Et pas plus tard, la dernière fois là, à Shanghai, on a rencontré quelqu'un qui donnait des cours pour apprendre aux Chinois comment se tenir en France. C'est rigolo. C'est une femme qui a monté son entreprise. Donc, moi, je pense que il y a une chose, enfin moi, ça fait un petit moment maintenant qu'on voyage et quand j'arrive, je regarde les gens, je regarde les femmes, comment elles se tiennent, je regarde s'il y a des enfants, comment les gens sont dans la rue. Faut être curieux de nature. L'observation, c'est très important. Ah bah oui. Ouais. Et c'est important aussi pour les affaires, pour réussir justement son export, j'imagine. Quand on veut s'implanter, quand on est une entreprise et qu'on veut s'implanter dans un pays étranger, il faut observer. Vous confirmez, David Gérard. C'est essentiel. J'ai eu la chance de vivre 5 ans en Chine. Je pense que je n'aurais pas vraiment intégré l'aspect économique si je n'avais pas intégré l'aspect culturel et l'aspect de l'histoire du pays, son environnement. Mais je dirais, vous recevez un étranger en France qui ne s'intéresse pas à votre nourriture, qui ne s'intéresse pas au château, qui ne s'intéresse pas, vous n'avez pas envie de travailler avec lui. Donc à l'inverse, quand on arrive dans un pays, il faut s'intéresser aux personnes qu'on va rencontrer, s'intéresser à l'environnement et pas rester dans son usine ou rester dans le bureau pour négocier. C'est très important. Le goût du voyage et les affaires, c'est pas incompatible ? Oh non, sûrement pas. Vous ne diriez pas ça ? Non, on peut faire les deux, on peut allier les deux. Je pense qu'au contraire, oui. Si l'un peut faire rapporter l'autre, c'est tout business, tout bonus. Merci beaucoup Véronique Gauthier pour ces mots de conclusion. C'est la fin de ce numéro de Tout Éco en partenariat avec Audencia. Merci à toute l'équipe en régie, Annabelle, Mehdi, Nicolas, Glenn et sur le plateau. Merci à Maria, Anaël et Dany. Tout Éco, c'est à retrouver sur notre antenne, sur notre site telenonde.com et nos réseaux sociaux Facebook, Twitter. Prochain numéro de Tout Éco le 26 mai. Nous parlerons de culture et de l'économie des festivals. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télénord.